Autour de la table, Erwan Lenohan. Salut Erwan, associé Altermind de Clément Henrat. Salut Clément, prof d'éco à Sciences Po et à la Sorbonne. Et Nicolas Duep. Salut Nicolas, patron fondateur d'Alchimie. Bon, avec quoi on commence? J'ai évidemment plein d'entrées après sur l'histoire telle qu'elle s'intéresse, hein, mais je sais pas, premier commentaire, ambiance... Comment est-ce que tu vois le truc, Erwan, avant qu'on rentre dans le détail Il y a notamment un truc qui m'a beaucoup intéressé sur la dernière étude INSEE sur l'absence de mobilité sociale. Je me dis qu'on tient là quelque chose. Mais crise politique ou pas crise politique? La crise démocratique ou pas crise démocratique? Ou force des institutions? Un peu des deux, en réalité. Non, je pense qu'il y a force des institutions, parce que ça nous montre que les institutions de la 5e, dont je ne suis pas spontanément le plus grand fan, parce que je trouve que c'est un système très centralisé, très centralisateur, qui concentre trop de pouvoir dans l'exécutif. Il n'en reste pas moins que ces institutions qui sont très, en réalité, très souple, pas souple, mais très flexible, très malléable. Ça fonctionne en cas de cohabitation. Le gouvernement peut continuer d'avancer. Ça fonctionne évidemment en cas de majorité écrasante. Ça fonctionne plus difficilement, mais ça fonctionne quand même quand on a un gouvernement qui est minoritaire à l'Assemblée, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pas parfait, mais c'est des institutions qui montrent qu'elles résistent et qu'elles permettent au gouvernement d'exister et de faire avancer les projets qu'ils souhaitent en théorie et puis aussi en pratique. Crise politique cependant, parce qu'on voit bien qu'une réforme qui est quand même assez loin d'être la grande réforme du siècle, tous sujets confondus, a eu beaucoup de mal à passer, que le gouvernement, en réalité, a une majorité qui est très faible, pas d'alliés, parce qu'il y a eu le 49-3, pas uniquement parce que les LR ne voulaient... Il y a une dizaine de LR complètement luberlus qui ne savent plus s'ils sont au Parti communiste ou chez LR. C'est parce qu'il y a aussi une partie de députés de la majorité qui ne se seraient pas pointés pour voter. Oui. Hein. Mais c'est vrai que ça n'a pas été assez dit. Il y a une majorité de projets qui est relativement... Qui est trop incertaine. Donc, ce qui interroge, c'est en fait une question d'offre politique. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Comment est-ce que le gouvernement peut faire avancer de nouveaux projets ambitieux? On a vu récemment un certain nombre de ministres d'éléments de langage consistait à dire... On va y aller, la loi travail et tout ça. Oui, on va y aller. On va accélérer, etc. J'y crois pas du tout. On a eu tout un projet ce week-end, il y a eu, je crois, dans le JDD, il y avait toute une page sur le gouvernement cherche à s'allier avec la droite, et juste après, il y avait un député LREM plutôt venu de la gauche qui disait il est hors de question qu'on travaille avec les LR. Bon. Donc il y a une force des institutions, oui, crise politique au sens où il y a une immense incertitude sur la façon dont le gouvernement peut tenir. Ça fait même pas un an qu'il est au pouvoir. Ouais, mais Nicolas, vas-y. Moi, je relancerai avec mon sentiment après. Surtout un besoin de retrouver un peu des corps intermédiaires et de discussion, puisqu'en fait, à l'Assemblée nationale, les partis de gouvernement ont disparu, donc on se retrouve avec des extrêmes, donc il n'y a plus de débat. C'est très difficile de discuter. C'est très radical, d'ailleurs, on l'a vécu pendant les pseudo-débats à l'Assemblée, qui étaient plutôt des cours de théâtre faits pour TikTok. Et on aimerait retrouver des syndicats... Mais oui, mais les corps intermédiaires, ils n'en veulent pas de ces 64 ans, si tu veux. C'est une position, d'ailleurs, moi, plus j'ai avancé dans ce débat, plus je la juge en fait incompréhensible de la part de la CFDT. Je ne comprends pas comment tu peux reconnaître, parce que la CFDT reconnaît le déséquilibre, et refuser l'abord d'âge. Il y a un truc qui m'échappe à un moment. Mais bon, et donc tu es bien obligé d'avancer quand même. T'es obligé avec les outils, les armes que te donnent les institutions. Voilà, et puis donc du coup on retourne sur la 5e, c'était un pouvoir hyper centralisé, et en fait on peut avancer tout seul. Et on avance tout seul, et ce qui fait que ce soir la prise de parole sera totalement inaudible. Mais il vaut mieux avancer, Alors, comment tu lui reproches d'avancer tout seul ? Oui, je reproche d'avancer tout seul parce qu'en plus, je trouve que c'est pas la réforme du siècle, et en plus cette réforme, elle résout rien du tout, puisque on repousse un tout petit peu les jeux d'équilibre, mais sur le long terme, on change Vous m'étonnez, les gars. Mais sur 10 ans, c'est 150 milliards de dettes en moins quand même. Hein. Oui, mais c'est une paille. Moi, je pense, par rapport à cette réforme, si on me lance sur le sujet, moi, je parle pas en tant que chef d'entreprise, mais en tant que père de famille avec 4 enfants. À un moment donné, il va falloir quand même parler de la natalité un petit peu dans ce pays, parce que qui dit répartition, on peut se répartir aujourd'hui où on est suffisamment nombreux à travailler pour entretenir les retraités, mais à un moment donné, il va falloir reparler. Je veux bien tout ce qu'on veut sur le fait que, et on l'a dit des dizaines de fois ici, c'est pas une réforme, c'est insuffisant, c'est tout ce qu'on veut. Ok. Ouais.
Mais n'empêche que c'est quand même un petit quelque chose, on va dire ça comme ça. Oui. Et donc, il a quand même avancé et il a quand même un tout petit peu soulagé les finances publiques, encore une fois, d'à peu près 150 milliards de dettes supplémentaires sur 10 ans. Donc ça, c'est un fait. Donc oui, Voilà. donc de ce point de vue-là, c'est un fait. Mais après, il est passé tellement au forceps sur ce sujet-là qu'on n'a toujours pas résolu nos problématiques de la haine du travail et ainsi de suite. C'est-à-dire que le coup suivant, il est comment ? Ce sera du radical. Donc, il aurait fallu se chiraciser tout de suite, surtout ne rien faire. En tous les cas, avoir... Tranquille, on laisse monter la dette, tranquille. Je pense qu'on pouvait avoir d'autres méthodes. On pouvait arriver à parler de tout ça en ayant d'autres méthodes. De fait, en fait, pour moi, c'est même pas le fond de la réforme qui est en question. C'est vraiment la méthode de réforme. On ne peut pas réformer un pays de la même façon quand on a un gouvernement minoritaire que quand on a un gouvernement majoritaire. Ils ont agi comme s'ils étaient majoritaires, avec en plus des alliés potentiels qui n'ont pas toujours fait preuve de la plus grande intelligence. Ça, c'est évident. Mais oui, mais il y a un certain nombre aussi, tu vas parler aux députés LR, etc., qui te disent, nous, on a tendu des mains et on s'est fait... Non, mais attends, les députés LR... Attends, moi, j'en suis tombé de ma chaise. Éric Ciotti, donc, vendredi soir. La réaction d'Éric Ciotti vendredi soir, quelque chose en mode Pasqua. Quelque chose... force est restée à la loi. Et après, qu'est-ce qu'il dit, Éric Ciotti ? Il dit, bon, maintenant, il faut se tourner vers les salariés, il faut que les salaires augmentent. Avec une droite comme ça, t'as pas besoin de gauche, mon vieux. T'es tranquille. Il faut que les salaires augmentent. Éric Ciotti, il va faire un décret, le gars. On a vu pendant tout l'ensemble du débat que les LR savent plus où ils sont, intellectuellement. Je pense que c'est pris dans les détails, c'est un peu plus compliqué qu'en réalité, chez le Sénat LR, et LO n'est pas du tout sur la ligne Pradier, tu vois. Et la majorité du groupe LR à l'Assemblée, petite, et pas non plus sur la ligne Pradier, sur la ligne néo-socialiste qu'ils essaient de défendre. Mais bref, mon point était même pas celui-là, c'est de dire le gouvernement a tort ou a raison, j'en sais rien, il a donné l'impression, ça a été ressenti par ses partenaires, comme j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, je vais avancer tout seul. Et donc, quelle que soit la réforme, ça aurait été passé à 75 ans ou la descendre à 50, tu ne peux pas gouverner un pays de la même façon quand tu as la majorité absolue ou quand tu as de toute façon besoin d'avoir des gens avec toi et que ces gens sont en plus pas les plus malins. Clément ? En fait, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu français à penser qu'il y a une crise institutionnelle. Et je pense que ceux qui parlent aujourd'hui de crise institutionnelle, ce sont ceux qui en fait sont les adversaires de la Ve République, la France insoumise en particulier. Dans un certain nombre d'autres démocraties, il y a quand même des vraies crises politiques au sens institutionnel, ou avec des gouvernements qui ne sont pas formés pendant des mois, voire des années, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Ça arrive assez fréquemment. Et nous, je trouve que la vertu quand même de notre système, même si on peut en critiquer le caractère plus ou moins antidémocratique parfois, c'est au moins de garantir une vraie stabilité des institutions. D'accord. Et on voit que même effectivement s'il n'y a pas... Parce qu'on entend souvent cet argument, il n'y avait pas de majorité pour... C'est probable, même si on ne le saura jamais vraiment, puisque le vote n'a pas eu lieu. Ce dont on est sûr en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de majorité contre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de majorité alternative. Voilà, il n'y a pas de majorité alternative qui soit tellement contre qu'elle serait prête à faire tomber le gouvernement. Non, surtout qui puisse, elle, faire majorité sur un projet. Voilà, il n'y a pas d'alternative qui puisse faire majorité sur un projet. Pour faire tomber le gouvernement, ça s'est joué à 9 voix, donc c'est effectivement pas très loin, mais proposer un projet qui puisse faire majorité, non, il n'y a pas, absolument. Et puis, je pense que quelque part, peut-être quand on parle peut-être de crise démocratique, l'une des caractéristiques de la période actuelle, c'est qu'effectivement, la création du macronisme, ou du moins d'un champ central dans lequel une partie de la gauche, une partie de la droite peut en fait se retrouver, même s'il y a des différences, je pense que ça crée, en fait, vis-à-vis d'un certain nombre de Français, une sorte de frustration et une demande de clivage, un peu plus, une sorte de retour de clivage. Et comme il n'y a pas lieu, finalement, entre la gauche et la droite, les clivages se radicalisent un petit peu. Raison. Et je crois que c'est peut-être un des effets pervers de cet immense champ central, c'est que soit on est dedans, et quelque part, même si on a des divergences, parce qu'il y a des divergences entre l'aile gauche et l'aile droite, de toute façon, c'est un débat, on va dire, un peu paramétrique quand même. Ou alors on est à l'extérieur, mais à l'extérieur, il reste effectivement plus que les extrêmes. Et puis effectivement, comme disait Erwan, et honnêtement, Pradier et les autres, moi je dirais pas qu'ils se socialisent, ils se marinisent pour moi. C'est-à-dire qu'ils voient quand même qu'à côté d'eux, il y a le Front National qui a eu un certain nombre de propositions sur le pouvoir d'achat, puis qui a quand même été reconnu pour ça.
Et je pense qu'ils ont peur, le peu d'électorat qui leur reste, ils ont peur d'avoir une vraie demande de pouvoir d'achat, et la pensée libérale, qui est sans doute à tort vue comme destructrice du pouvoir d'achat, un peu celle qui est au Sénat, on va dire, l'air un petit peu plus traditionnel, conservateur. Je pense que un certain nombre de députés LR ne sont pas du tout sur cette ligne. Parce qu'ils mais ce qui est fascinant avec Aurélien Pradier, c'est que le gars est complètement désinhibé. C'est-à-dire, il le dit. Il dit, pour être élu, il faut dire ça. Il te dit pas, je pense ça, c'est ma conviction et je vais essayer de convaincre. Non, il n'en a pas de conviction. Et il le dit ouvertement. Pour être élu, il faut dire ça. Il faut se rapprocher de l'électorat de Marine Le Pen, qui lui-même est un petit peu hésitant. Oui, Erwan. Non, mais oui, en privé, visiblement, il dit même quand je serai président de la République. Donc, Bon, ça, il ne le dit pas encore en public. Mais entendre un mec dire publiquement, pour être élu, il faut dire ça. C'est effectivement tellement désinhibé. Mais ça me fascine. Mais je pense qu'on n'a pas de crise démocratique, on a une crise politique. Ce que, à nous, ce ne serait pas normal. C'est pas. Effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a une idée en France que de voir qu'il y a des tractations au Parlement, c'est une faillite démocratique. Pas du tout, c'est normal dans une vie parlementaire. Cela étant, le fait est qu'aujourd'hui, comme ils ne parviennent pas, même sur un texte, même sur un projet, pour plein de raisons, c'est à la fois des oppositions et du gouvernement, ils n'arrivent pas à nouer d'alliance. Et le fait qu'il n'y a pas d'alternative fait que c'est cette crise politique. Parce on voit bien qu'il y a une difficulté, pour dire le moins, à gouverner et qu'il n'y a pas de solution alternative. Et le fait, là où je rejoins aussi ce que disait Clément, c'est que l'avantage du système gauche-droite, c'est que c'est pas la gauche, c'est la droite. L'inconvénient du système centre-extrême, c'est que si c'est pas le centre, ce sont les extrêmes. On a les élections européennes l'année prochaine, on va voir ce que ça donnera. On parlait des LR, vont probablement disparaître du Parlement européen, mais il reste, ça sera la seule étape électorale avant les élections de 2027, et il y a 4 ans, c'est long. Oui, et puis en plus, c'est une élection où on peut se lâcher, quoi. Exactement. Et ça me rappelle, ce que tu dis, un des derniers livres de Jérôme Fourquet, où effectivement, il montre comment cette recomposition du paysage politique a recréé une sorte de conflictualité de classe qui avait à peu près disparu, puisque finalement, dans la droite, on va dire populaire, il y avait une partie des classes populaires, et évidemment, il y en avait également à gauche, et c'est un peu moins vrai avec cet alliage central où, dans les chiffres de Jérôme Fourquet, je crois que c'est 75% des CSP+, qui votent pour la Macronie, et puis en fait, et surtout, une difficulté à être un peu autre chose que... Ils ont perdu comme une partie de la classe moyenne, et peut-être qu'avec cette réforme, ils ont perdu un peu plus. Surtout, il a perdu les actifs. Alors, j'en reparlerai parce que je suis en train de le lire, là, l'excellent journaliste du quotidien L'Opinion auquel tu collabores, Ludovic Vigogne, donc, qui écrit un bouquin sur les 100 jours SANS. J'ai commencé à lire ça. Et en fait, ce qu'il explique bien, c'est au soir du premier tour, Macron se rend compte qu'il n'y a plus que des vieux qui votent pour lui, quoi. Et ça lui colle le bourdon. Et il se rend compte que ça va être compliqué. En fait, c'est ça le truc. Lui, perdre les actifs, c'est chaud. C'est le sondage des labs. Alors, vas-y. 69% des Français sont contre la réforme, mais quand on décompose, derrière, c'est 76% des actifs et 52% des retraités. Donc aujourd'hui, le seul soutien de Macron... Oui, mais en même temps, c'est pas parce que tu es contre... Moi-même, et je t'assure, enfin, je sais pas, mais s'il y avait eu un référendum, t'es quand même sacrément schizophrène, hein, quand t'es pas très très loin de la retraite, à te dire, ok, je vais quand même aller soutenir la réforme. Mais voilà. Donc, être contre la réforme et cette réforme des retraites, c'est pas forcément être. C'est pas pour ça que tu vas pas voter Macron après, quand tu vois. Oui, mais en fait. Mais enfin, en même temps, il n'y aura plus l'occasion de voter Macron. Macron. Surtout s'il y a les extrêmes en face. Ouais, surtout s'il y a les extrêmes en face. Voilà. Juste un truc, donc oui, on va voir, est-ce qu'on va le voir d'ailleurs oui, on va le voir, papier du Figaro sur la étude INSEE, il était partout dans le Figaro, mais ailleurs aussi, à la fin de la semaine dernière, donc l'étude INSEE sur les revenus et l'absence de mobilité sociale. En 20 ans de carrière, on évolue peu sur l'échelle des revenus. L'inertie, dit l'INSEE, est particulièrement forte en haut et en bas de l'échelle des revenus. Quand vous êtes en haut, vous y restez. Quand vous êtes en bas, vous y restez. Est-ce que c'est pas le cœur de la crise ? Est-ce que c'est pas ça ? C'est-à-dire, en fait, cette histoire de misère au travail, etc., qui est d'ailleurs démentie par beaucoup d'études. Hein. J'ai beaucoup parlé ici d'études de l'Institut Montaigne de Bertrand Martineau, mais c'est pas l'idée que on n'arrive plus à briser le plafond qui est au-dessus de nous, quoi. C'est ce qu'on appelle généralement l'ascenseur social. Ouais. Et quand l'ascenseur social est en panne,
En fait, on casse toute forme d'espérance, d'espoir, et donc le futur ne sera pas meilleur que le présent, et on est enfermé dans le présent. Et en fait, tout à chacun, on a besoin quand même de s'engager dans des choses qui nous dépassent et qui font que demain sera meilleur. Donc, quand on est en haut, c'est un peu plus facile. Ah, ça, je te le confirme. Et quand c'est en bas, c'est quand tu es à 2000 dramatique. balles par mois, tu es tanké à 2000 balles par mois, Voilà. tu sais que tu sortiras pas de ces 2000 balles par mois. Mais au passage, ça suggère aussi qu'au milieu, en fait, on peut passer quelques strates, mais enfin, c'est des strates qui sont assez fines et qui vont faire que quand on est à 3000, on va passer à 10 000 si. Ah oui, même si tu passes... Non, mais c'est pour ça que je dis 2000... non, c'est-à-dire que c'est 1,6 SMIC, là. Enfin, c'est Exactement. autour de ça. Et c'est effectivement une barrière très compliquée à franchir. Et donc, je sais pas, on va peut-être en reparler aussi. C'est-à-dire que l'angoisse du demain et l'angoisse des retraites, etc., tout ça, c'est un peu lié. C'est que demain, le futur, il est hyper inquiétant. Il est inquiétant d'un point de vue géostratégique, il est d'un point de vue économique. Et donc, quand on se projette soit dans le futur, d'un seul coup, on réalise qu'on ne gagnera pas mieux sa vie, qu'on n'aura pas les moyens d'aider ses enfants, etc. Et donc là, c'est un peu la boule de neige hyper angoissante, le cercle vicieux qui se met en route et qui se cristallise maintenant dans des coups de gueule divers et variés, avec des extrêmes notamment. Oui, moi je pense que ça ne va pas s'arranger. On a beaucoup parlé ici, enfin un certain nombre de reprises, de la polarisation du marché du travail. Un des effets pervers de la polarisation, c'est qu'on change moins d'emplois quand on est notamment très peu qualifié. C'est quand même pas facile de passer d'un emploi très peu qualifié à un emploi intermédiaire, surtout si c'est des emplois très serviciels, vraiment sans aucune qualification. Et franchement, cette polarisation du marché du travail... Elle va être renforcée par l'intelligence artificielle en plus. Très probablement. Ouais. Et voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir... Et c'est toujours un peu décourageant, je pense même, parce qu'on peut toujours gommer les inégalités a posteriori, avec les revenus de transfert, mais je pense que c'est toujours un peu décourageant pour des personnes qui travaillent et qui ont des revenus bas ou qui stagnent, de savoir que la seule progression qu'ils peuvent espérer, c'est une augmentation d'une allocation, d'un chèque quelconque qui vient de la puissance publique. T'as raison. C'est pas un projet de société qui est très enthousiasmant, à mon avis. Et ça nourrit aussi les extrêmes. Ouais, je suis d'accord. Oui, je dirais même plus loin que ça. La promesse démocratique et républicaine, c'est le mouvement. C'est l'ascension collective, à la fois d'un point de vue économique, le système de croissance économique fait qu'on va croître, et individuel grâce à l'éducation, etc. Ça a marché. Il y a eu le système d'État social qui est venu accompagner les mouvements pour permettre aux plus défavorisés après la guerre de aussi s'inscrire dans ce système-là. Mon analyse, c'est que depuis les années 80, le système public ne fonctionne plus. On le voit bien sur l'école, sur l'université. Les deux principaux moteurs de mobilité sociale, soit ascendante ou descendante, l'école ou le système scolaire dans son ensemble, et le marché du travail ne fonctionne plus. Donc effectivement, des gens se retrouvent bloqués. Ils se retrouvent bloqués comme seul espoir d'avoir plus d'alloc ou une alloc qui bouge, d'avoir une aide par-ci, par-là. Et donc, non seulement ça n'encourage pas à avoir l'avenir positivement, mais en plus, quand vous savez que vous n'avez aucune possibilité de mobilité et qu'on vous dit, en fait, on va vous supprimer 15 € d'APL, vous dites, mais c'est hors de question. Parce que ce que je perds, je le regagnerai jamais. Et j'ai aucune chance d'avoir. Donc tout le monde s'arc-boute à tous les niveaux pour des raisons qui sont individuellement compréhensibles et légitimes. Et on a comme ça un système politique qui est bloqué. Et je pense que toutes ces discussions en fait sont des éléments qui sont imbriqués. L'absence de mobilité sociale conduit à l'immobilité politique dans son ensemble. Et on voit bien encore le système éducatif qui n'est pas du tout au niveau, le système public. Il est arrivé un truc quand même là, vous l'avez tous vu, c'est-à-dire c'est intéressant d'ailleurs, parce que du côté des prélèvements obligatoires, la machine s'emballe et paraît hors contrôle, alors qu'on veut baisser les impôts, mais on n'y arrive pas et on est sur un record de prélèvements obligatoires. Et du côté des suppressions de postes de fonctionnaires, en fait, ils se font tout seuls alors qu'on n'en veut pas. Et donc, tu as une suppression de postes que personne ne veut à l'éducation nationale, de 5000 postes, mais parce qu'en fait, plus personne ne veut y aller. Oui. C'est très... Alors, moi, le bêtement libéral, on va se réjouir en disant « Ouais, 5000 postes en moins et tout ». Mais c'est une catastrophe, en fait. Mais la cause est une catastrophe. Ah, mais exactement. Au moins, c'était une politique, mais... Non, c'est ça le truc. C'est juste qu'on ne peut pas recruter. C'est juste qu'on ne peut pas recruter. C'est sûr que c'est vraiment un mauvais symptôme. C'est impressionnant. C'est une crise de la médiocrité. Aujourd'hui, quand vous faites le concours pour pouvoir devenir prof de maths, il y a plus de postes disponibles que de gens qui se présentent, donc vous êtes pris. Mais on se retrouve avec des profs de piètre qualité. Alors, pas tous. Enfin bref, là, résultat des cours, 5000 postes en moins. Voilà. Et puis, donc ça contribue, c'est un cercle vicieux, ça contribue du coup à l'effondrement de l'éducation nationale, au non-remplacement le des tout élites. avec une dépense d'éducation qui n'a cessé d'augmenter au pays. Tout à fait.
Parce qu'il y a une question bête. C'est pour ça que tu nous as fait un petit accès de dépression début du mois là. Ça revient régulièrement. Voilà, donc début du mois, Erwan avait écrit La France au bord du gouffre. Oh, je ne sais même pas si je le lis tellement c'est déprimant. Non, mais sérieusement, tu crois qu'on est dans cet état-là? C'est-à-dire, la France s'aveugle, c'était bien écrit en plus, il y a petit anaphore et tout, machin. Voilà, les grands enjeux comme l'avenir du travail, l'innovation à l'ère de l'intelligence artificielle ou la réflexion sur l'unité nationale semblent à des années-lumière de ceux qui ne perçoivent le monde qu'à travers des lignes budgétaires et des formulaires CERFA. C'est pas mal, hein. Merci. Ouais, c'est bien dit. Non, c'était bien dit. C'était bien dit. La fin de ton truc, c'est quand même qu'on va droit à l'explosion, quoi. Mais la fin de mon truc, c'est que je suis très inquiet parce que je ne vois pas d'offre politique alternative à la montée des extrêmes. Et ce n'est pas trop ma tasse de thé. Mais effectivement, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. Tu crois pas que, j'en sais rien, moi, Édouard Philippe, David Lisnard, enfin les gars qu'on voit comme ça émerger à droite à gauche, à un moment peuvent représenter ce qu'on appelait le camp de la raison à l'époque d'Édouard Balladur. Bon voilà, et ça va être une sorte de dénominateur commun pour quand même l'ensemble de ceux qui refusent cette montée des extrêmes. Un peu comme Macron. Un peu comme Macron. Oui, mais on est vraiment à la recherche de l'homme providentiel en France, et puis on l'a eu avec Macron, et on voit bien que quand on a quelqu'un qui est tout seul, sans équipe derrière, ça marche pas. Oui, ça c'est vrai, mais Édouard Philippe, il n'est pas tout seul, Lisnard, ils sont moins seuls que... Il n'est pas tout seul non plus. Ouais. Oui, il va falloir qu'il reconstitue quand même des partis. Aujourd'hui, Lisnard, avec Nouvelle Énergie, ça reste quand même pas les Républicains d'antan. Je suis d'accord. Donc il y a quand même tout Il faudrait qu'ils sortent du bois quand même massivement. Pour se faire connaître. Donc moi je trouve que la crise de médiocrité, elle passe par tout ça. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, quand on n'a plus les gens équipés intellectuellement ou avec leur bagage de formation pour pouvoir débattre et ainsi de suite, en fait tout s'effondre et on attend d'un homme providentiel qui prenne toutes les décisions. Et donc quand il prend toutes les décisions, on se dit mais il gouverne seul, donc on tourne en boucle. Ça ne peut pas fonctionner, quoi. Oui, puis je crois qu'une partie de l'électorat quand même a besoin d'un peu de changement. Et traditionnellement, le changement, il y a toujours un moment donné où c'était l'alternative, entre en particulier la gauche et la droite. Bon, si le centre de la même, on peut l'appeler le centre reste au pouvoir pendant plusieurs décennies, au bout d'un moment, l'alternative idéologique entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, elle est faible. Honnêtement, c'est des gens qui pensent à peu près la même chose. Et à mon avis, c'est pas un pari personnel, mais enfin, à mon avis, quand il n'y a pas d'alternance idéologique, c'est plutôt une alternance de personnes. Et c'est pour ça que je pense que ça sera peut-être quelqu'un qu'on sous-estime un peu moins, Gabriel Attal ou d'autres, qui incarneront une forme de nouveauté, pas forcément sur les idées, mais sur en tout cas la personne qui peut-être émergeront un peu plus que Édouard Philippe, Bruno Le Maire, qui en fait sont quand même un peu consommés par la Macronie depuis 10 ans. Ça c'est clair. Attention, c'est les vieux qui votent. C'est les vieux qui votent, ils n'aiment pas les extrêmes, les vieux. C'est un peu comme Alain Juppé qui n'a jamais... T'es pas d'accord, Erwan? Oui et non. Avec la Fondapol, on avait fait une enquête et Dominique Régnier avait bien montré que ce qui avait retenu Marine Le Pen, je crois que c'était en 2017, de faire un meilleur score, c'est le doute sur sa position sur l'euro. Parce qu'effectivement, les gens se sont dit, dire qu'on n'est pas content, soit, ruiner nos économies, peut-être pas. Mon assurance vie, non. Voilà. Elle a changé. Elle a plus le même discours. Ouais, mais il y a toujours, elle sent le soufre. Elle, oui. Son parti, je pense moins, à mon avis à tort, mais moins. Et Marine Le Pen, ou son parti, va probablement nous dire dans 4 ans, vous savez, vous avez vu Mélanie, vous avez vu Johnson, c'est pas des catastrophes. Moi, je ferais pareil. On en parle demain d'ailleurs. Non, pas demain, on en parle mercredi de Giorgia Meloni. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'il faut regarder de très près. Et donc on va regarder de très près ce qui se passe en Italie parce que ça va être Marine Le Pen va s'en servir, forcément, si Meloni continue à faire une forme de sans faute comme elle le fait. Nicolas ? Moi, je pense que pour arriver à bouger et faire émerger des têtes nouvelles, il faut qu'à un moment donné aussi, on donne accès à la politique, pas simplement aux professionnels de la politique et aux fonctionnaires de la politique. Et il y a à un moment donné une proposition de loi qui était de faire en sorte que quand on se présente à l'élection et qu'on est fonctionnaire, on doit démissionner. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes chef d'entreprise, vous pointez, vous mettez tellement de choses en jeu que vous y allez pas. Et moi, je trouve que ça serait intéressant de réétudier ça pour forcer au renouvellement, parce que l'élite qui se remplace à travers ces élections... Nicolas, tu l'as eu ton renouvellement massif avec En Marche, Franchement, le personnel de l'Assemblée nationale a été profondément transformé avec En Marche. Et moi, j'en connais un certain nombre de chefs d'entreprise, que je connaissais avant d'ailleurs, qui sont allés, ou de nouveaux députés qui sont allés
à l'Assemblée. Enfin, alors, certains mais tiennent le coup, mais la plupart, c'est mais plus jamais ça, quoi. Voilà. Oui. Et c'est pas forcément une question de pognon. Hein. Ils ont accepté de perdre de l'argent en faisant ça. Mais l'élection, Mais- ça se passait avant, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas à nouveau. Avant, c'était divers. La politique en France, c'est pas que l'Assemblée nationale, c'est aussi les mairies, les conseillers généraux, etc. Donc on apprend aussi un peu le métier, puis on monte au fur et à mesure. Mais là aujourd'hui. C'est du haut fonctionnaire. Et un haut fonctionnaire, il est très talentueux, il a réussi des concours assez brillamment, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas rêver. Et quand vous voyez, moi j'ai vu la dernière intervention de notre président, vous parlez comme ça, vous êtes un père de famille, vous parlez comme ça à vos enfants, mais vous avez la révolution. Vous êtes un chef d'entreprise, vous parlez comme ça à vos salariés, vous avez la révolution. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours vous enfermer dans ce rôle de gestionnaire, puisque ça reste des très bons gestionnaires. Vous avez besoin de gens qui sont des visionnaires, vous avez besoin de gens qui Mais on les a pas, quoi. Là, mais oui, parce que c'est très difficile d'accéder. On les a pas. Et aujourd'hui, les gens les a préfèrent faire carrière dans des grands groupes ou dans les vies d'entreprise que dans la politique. Donc on a un personnel assez médiocre. On marque une pause.